Voyage en récit Laurent Flichy. et Geoffroy Scrive. Eh bien, frère Laurent, vous êtes frère de la communauté Saint-Jean. Nous nous retrouvons ici dans le village de Pellevoisin, dans le département de l'Indre. Et quand je suis arrivé ici tout à l'heure, je vous ai entendu parler en russe. Et c'est la raison pour laquelle nous nous rencontrons aujourd'hui. Parce que dans cette émission donc, de voyage en récit, frère Laurent, vous avez passé quelques années en Russie. Vous m'avez expliqué il y a peu que vous connaissiez le père Alexandre Siniakov, dont nous venons de lire à l'antenne le livre Comme l'éclair part de l'Orient. Et il était intéressant, je trouvais, d'avoir après le point de vue de ce hiéromoine russe qui vit maintenant en France, votre point de vue de frère français qui a vécu en Russie. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer où vous avez résidé durant, je crois, ces 14 années en Russie et pour quelles raisons êtes-vous parti là-bas? Voilà, donc j'ai été envoyé dans le diocèse Saint-Clément à Saratov en l'an 2005, où je suis resté 14 ans au service de la petite diaspora catholique russe dans cet immense continent qu'est la Russie, avec toute sa diversité. Et notre évêque nous a envoyés aux confins de son diocèse, à la frontière de la Géorgie, au pied du mont Elbrus, qui est le sommet de l'Europe, si on considère que nous sommes encore dans l'Europe, qui culmine à 5642 mètres. Voilà. Mais mes liens avec la Russie datent de bien longtemps avant, puisque mon père avait travaillé en URSS comme commercial pour vendre des usines, du temps de Brejnev. Après, j'ai fait connaissance avec le père Bernard Dupire, qui était le curé de la paroisse catholique de rite byzantin slave à Paris, héritière d'une paroisse catholique de Russie, qui était venue au moment après la Révolution russe s'installer en France. Et puis, j'avais aussi, grâce au père Bernard, organisé des voyages d'étudiants français catholiques à la rencontre d'étudiants orthodoxes russes après la perestroïka pour travailler dans des monastères ou dans des orphelinats. Bon, c'était des camps qui duraient 15 jours et qui permettaient une certaine rencontre après la chute de l'Empire soviétique pour qu'on puisse de nouveau pouvoir faire connaissance. Grâce à cela aussi, nous avons participé à la reconstruction, d'une certaine manière, d'un mouvement de scoutisme orthodoxe russe, en appuyant la diaspora russe qui avait gardé la tradition, mais en même temps aussi perdu pas mal de pédagogie. Euh, voilà, donc pour moi c'était une découverte totale d'arriver dans une diaspora catholique parce que je ne connaissais en Russie que quelque peu du monde orthodoxe. En Russie, vous savez, il y a seulement 4 diocèses catholiques. Le diocèse de la Mère de Dieu à Moscou, bon, pour toute la Russie du Nord, le diocèse de Saint-Clément à Saratov pour la Russie du Sud jusqu'au Caucase, et le diocèse de Saint-Joseph à Irkoutsk, non, à Novgorod, pardon, Novosibirsk, avec Monseigneur Verte, et puis le diocèse de la Transfiguration à Irkoutsk. Le diocèse d'Irkoutsk, je crois, c'est le plus vaste du monde. Oui. Le diocèse à Saratov, c'est le plus petit des diocèses russes, mais qui couvre un territoire grand comme l'Allemagne, la France et l'Espagne réunies. Sur ce territoire, nous avons 50 paroisses, on dit paroisses, mais ça peut être des petites communautés de 50 fidèles qui viennent à la liturgie quand ils peuvent. Donc, disons que c'est une présence un peu symbolique. Bon, ces catholiques qui sont au départ d'origine plus soit polonaise, soit balte, soit allemande,
ont survécu beaucoup de drames familiaux, des déportations au Kazakhstan, en Sibérie. Voilà. Mais ils existent et c'est vrai qu'ils ont droit à avoir leur pasteur. Et d'un autre côté, ces communautés, à mon sens, sont importantes pour la connaissance mutuelle entre chrétiens de confessions diverses. En premier lieu, nos frères orthodoxes, mais aussi les communautés qu'on appelle du réveil, hein, qui sont issues des mouvements luthériens, piétistes, comme les baptistes, puis après il y a des mouvements évangéliques, pentecôtistes, voilà. Et qui sont finalement, comme ce sont des églises libres, ne dépendent pas de hiérarchie, ils ont une certaine liberté d'action. Et je les trouve souvent extrêmement fervents. En général, ils sont de très bons citoyens, très loyaux à leur pays, pour le service militaire, pour payer les impôts. Ce sont des gens qui ne boivent pas, qui ne rentrent pas dans les trafics mafieux, etc. On pourrait dire qu'ils ont une orthopraxie de l'Évangile. Malheureusement, l'orthodoxie, qui est la vraie doctrine, n'est pas toujours associée à une orthopraxie. Voilà. Donc le fait d'être présent en extrême minorité, eh bien, d'abord, ça est très, très bon pour l'humilité. Ça nous fait creuser notre intériorité. Ça nous permet aussi d'aller plus gratuitement vers les plus pauvres parce qu'on n'est pas accaparé par des tas de pratiquants qui prennent, ce qui est tout à fait légitime, notre temps et notre énergie. Donc voilà, on est donné. Hein, on est donné. Combien de frères ou de moines étiez-vous là-bas? Alors ça a varié selon les 14 années. Au début, nous avons été 2 pendant 2 ans. Ensuite, on a été 4. Puis 3, puis 4, puis nous avons fini, les 2 dernières années, nous étions 2. Et combien pour une messe, par exemple, combien de fidèles aviez-vous dans l'assemblée? Les paroisses catholiques en Cabarnéo-Balkarie, il y a trois petites paroisses. Une à Nalchik, qui est la capitale de Cabarnéo-Balkarie, où vivent environ 350 000 habitants. À la messe du dimanche, ça varie entre 10 et 25. Voilà. Pour les grandes fêtes, quelquefois il y a un petit peu plus de monde. Quelquefois, comme c'est une ville universitaire, se joignent à nous des étudiants indiens ou coptes égyptiens. Voilà. Et quel lien justement avec les orthodoxes, côté desquels vous viviez? Y avait-il parfois des rapprochements, des lieux de rencontre, des lieux même de dialogue? Et lié à cette question, comment avez-vous pu apprendre la langue pour échanger aussi facilement ou librement, pour pouvoir avancer sur certains sujets? Oui. Alors justement, j'ai pas tout à fait fini. Après Nalchik, il y a Prokhladny, qui est une ville de 60-65 000 habitants, qui était fondée, dit-on, par la Grande Catherine. Donc avec une forte présence allemande. Le village de Blagavicenka, qui porte le nom de Petite Annonciation, parce que c'était des Polonais qui étaient venus et à qui on avait donné une partie de ce territoire, où ils ont fondé un hameau qui s'est après joint à d'autres hameaux voilà, pour former ce village, où il y avait 2500 habitants. Alors selon les lieux, nos relations avec les autres chrétiens sont diverses évidemment, hein. Selon les personnalités des gens qu'on rencontre. À Prokhladny, pendant très longtemps, nous avons eu des relations très chaleureuses avec le vieux doyen qui venait d'Ukraine, ou de Moldavie très exactement, et qui avait grandi dans un univers chrétien multiconfessionnel. Donc il était le doyen, le prêtre ancien de la région, à qui beaucoup vouaient une grande estime. Et sa fille était responsable du chœur et coopérait beaucoup avec nos sœurs contemplatives quand elles sont venues, où elles sont restées pendant 5 ans. Au village de Blagavicenka, il y a un prêtre assez modeste d'origine, qui est un brave homme,
Vous voyez, par exemple, quand j'allais à la liturgie de Noël ou de Pâques dans sa paroisse, souvent il me confiait l'évangéliaire pour la procession après la liturgie, pour faire le tour de l'église où on asperge les 4 points cardinaux, etc. Il en profitait pour me donner une bonne douche sur la figure à chaque fois. Mais c'était un signe, vous voyez, comme quoi, vis-à-vis des habitants du village, ils me reconnaissaient comme chrétien pour pouvoir porter l'évangile. Donc c'était quand même un beau geste. Voilà, après, dans la ville de Nalchik, c'était un peu plus compliqué parce que, voilà, pour des raisons X ou Y, peut-être de personnes. En revanche, avec leur évêque qui réside à Piatigorsk, qui est un jeune évêque extrêmement brillant, intelligent, spirituel, qui est évêque depuis 5 ou 6 ans, peut-être un peu plus. Il a fait énormément pour son diocèse, au point de vue incarnation de l'Évangile, justement, donc pour l'orthopraxie de l'Évangile. Nous allions le rencontrer chaque année, une petite visite de courtoisie, qui était plus d'ailleurs une visite fraternelle. Et je me rappelle une fois, je lui ai organisé une rencontre avec notre évêque qui était venu nous voir en visite pastorale depuis Saratov, et il nous a fait visiter la cathédrale, il nous a fait rentrer derrière l'iconostase, et il nous a vraiment... il voulait qu'on se sente chez lui, oui. Chez nous, chez lui, oui. Voilà, oui. C'était très beau. Donc on sent que c'est vrai que la structure de l'Église orthodoxe est beaucoup étoffée, beaucoup grandie, mais Dieu merci, c'est beau parce qu'il y a des églises qui se sont reconstruites un peu partout. La formation du clergé est diverse. Je pense qu'ils font de gros efforts. Ils se sont rendus compte que les jeunes générations ont besoin d'interlocuteurs qui soient capables de rendre raison de leur foi, comme dit Saint Pierre, de manière plus adaptée aux défis du monde d'aujourd'hui. C'est l'idée que défend peut-être un peu le père Siniakov dans son séminaire à Épinay-sous-Sénart, par exemple. Oui, c'est sûr que... Alors là, c'est la version la plus élaborée. Voilà, oui. Alors, ce qui était très amusant, c'est que le père Alexandre a grandi, est né dans une petite ville, un petit sovkhoz, qui est pas très loin de chez nous, puisqu'il est à 300 km de Mineral Vod, et peut-être ça fait 4 heures de route, mais pour nous, là-bas, c'est 3 fois rien. Donc, quand je suis arrivé en Russie, il était encore... il était tout jeune, peut-être qu'il venait d'arriver en France, mais bon. Et nous nous sommes retrouvés par un amour commun du cheval, parce que le cheval est le centre culturel, on peut dire, le noyau de la culture caucasienne. Les Tcherkesses ont transmis aux Cosaques leur savoir-faire équestre et aussi leur tenue traditionnelle, la papacha, la tcherkessa, le kinjal, et leur art équestre de la djiktovka. La djiktovka, c'est la voltige. Ah oui. Ce sont des exercices de voltige qui sont devenus une gymnastique, mais qui, à l'origine, avaient pour but de se protéger de l'ennemi. Par exemple, on se couchait le long du cheval, et comme ça, l'ennemi ne pouvait pas nous tirer dessus, ou... enfin bon, voilà. Et c'est une voltige qui ne se fait pas en rond, mais en ligne droite. Donc le cheval court un petit galop tout droit, et on peut se cacher derrière le cheval. Voilà. Ou bien esquiver des coups, voilà. Je crois même que vous avez réussi le tour de force à lui fournir un cheval cosaque pour son séminaire en France. Alors, c'est pas un cheval cosaque, c'est un cheval kabarde. Parce qu'il y a une race de chevaux des montagnes du Caucase qui se différencie en plusieurs branches. Donc il y a le cheval kabarde, le cheval karachai,
qui sont de la même souche et sont des chevaux qui ont beaucoup fourni l'armée russe avec le cheval du Don parce que ils sont très endurants et capables de faire des longues distances sans se fatiguer. En plus, ils ont un pied très sûr parce qu'ils ont en général grandi en montagne, sur les hauteurs, avec une immunité à toute épreuve. Voilà, donc c'est par une connaissance commune. Je savais qu'il y avait 4 chevaux cabardes qui étaient venus en France. Il y en a un qui était resté en rade. Et donc, je proposais à mon ami de le proposer au père Alexandre. Voilà. Et vous-même, vous montez encore à cheval ou... Alors, pour l'instant, c'est pas encore revenu. Bien sûr, si la providence de Dieu me permet, je ne serai pas mécontent. D'autant plus qu'il y a 2 chevaux cabardes au collège catholique agricole avec spécialité équestre à Saint-Cyran-du-Jambeau, qui est à 22 km d'ici. Donc ces chevaux viennent de mon ami Ibrahim Yaganov. Donc voilà, de temps en temps, je vais les voir. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. D'autant que si j'étais venu au cheval, c'était surtout pour des aspects éducatifs, des jeunes, pour aider les enfants. Voilà, peut-être que ça se fera, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Revenons à la spiritualité. Avez-vous eu des contacts avec ce que lui appelle les vieux croyants? Alors, pas énormément, pas énormément. C'est difficile d'approche, je crois. C'était pas tellement la question. J'en ai connu, mais plutôt à Moscou. Oui. D'ailleurs, parmi ces vieux croyants, il y a un vrai renouveau. Il y a un vrai renouveau, oui, oui, qui est très intéressant, avec une certaine intelligentsia, qui souhaite un christianisme très authentique, euh, très proche de la vie de la nature, très proche des sources apostoliques, qui soit indépendant du pouvoir. Enfin bon, voilà, il y a des gens très intéressants. En revanche, j'ai connu une autre obédience dont parle le père Alexandre dans son livre, qui sont les Malankars. Voilà. Il y avait une petite communauté analchique de ces gens qui sont, d'une certaine manière, une forme de judaïsme christianisé, quoi. C'est un peu bizarre. Ouais. Voilà. Et dans son livre, donc le père Siniakov revient notamment sur son attachement à la littérature française. De votre côté, avez-vous pu lire les auteurs russes dans la langue et avez-vous un attachement par rapport à cette langue dans ce qu'elle nous permet de lire? Alors, bien sûr, comme les Russes, d'une manière générale, apprécient beaucoup la littérature française et que pendant la période soviétique, beaucoup d'auteurs étaient très lus, les Trois Mousquetaires, Victor Hugo, Zola, enfin bon, voilà, il y avait quelques-uns qui étaient à la censure parce qu'ils étaient trop bourgeois, mais quand même, beaucoup de personnes ont découvert une liberté, une forme de pensée à travers la littérature française. Moi, je trouve que nous gagnons aussi à découvrir la littérature russe. Bien sûr, il y a l'incontournable Dostoïevski ou Tolstoï, mais aussi des auteurs plus discrets comme Tchekhov, ou des penseurs plus récents comme Bulgakov. Le Maître et Marguerite? Voilà, oui. Ouais. Où il a aussi écrit un livre magnifique qui s'appelle Le cœur de chien, où il prophétise, hein, juste après la révolution russe, ce que va devenir la société à travers une espèce de parabole un chirurgien qui fait une opération un peu aventureuse en greffant un cœur de chien sur un être humain. Et alors cet être humain devient un chien. Et en fait, c'est l'image du bolchevique, quoi. Et au bout d'un certain temps, le professeur arrive à amadouer ce pauvre bougre pour faire l'opération inverse pour lui remettre son vrai cœur. Et par rapport aux poètes, peut-être, avez-vous quelques poètes à suggérer? Je pense à Tsvetaeva, par exemple. Alors, oui, bien sûr, ça c'est l'âge d'argent, mais on a aussi les poètes de l'âge d'or, surtout au Caucase, Pouchkine et Lermontov.
Pouchkine et Lermontov ont tous les deux vécu au Caucase, surtout Lermontov qui est mort aussi dans un duel à Piatigorsk. Et curieusement, Lermontov, qui était russe, bien sûr, officier russe, il a beaucoup apprécié la culture caucasienne et les Caucasiens apprécient Lermontov. Bon, il faut dire que cette région du Caucase où nous étions est une région qui a été intégrée à l'Empire russe. Je choisis mes mots. Suite à une guerre qui a duré une centaine d'années et qui a été extrêmement meurtrière et qui, jusqu'à aujourd'hui, a laissé des traces énormes. On peut tout à fait comprendre les motivations de l'Empire. Vous savez, il y a plusieurs formes de gouvernement. Le mode impérial associe des peuples et des langues différentes dans une même unité politique. Alors qu'un État-nation, finalement, est une notion très, très moderne. Ça vient du temps des Lumières. Et l'État-nation, le modèle de l'État-nation, finalement, c'est la République française. Mais on voit bien que l'État-nation a du mal à assimiler la diversité. Et d'un pays comme la Russie aujourd'hui, il y a une diversité assez phénoménale en fait. Voilà, c'est pour ça que finalement, quand les ethnies se soumettent à l'Empire, au fonctionnement de l'Empire, elles peuvent vivre leur diversité culturelle et religieuse de manière très libre. Bon, le russe est la langue commune, tout le monde apprend le russe, mais chacun peut garder sa langue, peut garder sa culture, peut garder sa musique, ses arts. Lorsque les Tatars ont été vaincus par les Russes, les tsars ont exigé qu'ils renoncent à toute prétention politique, enfin que l'islam tatar renonce à des prétentions politiques, et ce qui fait qu'il y a une très grande mosquée qui a été construite à Saint-Pétersbourg, et des princes tatars étaient tout à fait bienvenus à la cour de l'empereur. Le prince Yusupov était un tatar. Bon, il s'est converti à l'orthodoxie, mais pas tous. Il y avait des princes kabardes ou tcherkesses à la cour du tsar. Les meilleurs généraux du tsar étaient tcherkesses. Voilà. Aujourd'hui, l'islam du Caucase a été un petit peu radicalisé parce qu'après avoir été oppressés par l'Empire soviétique, les gens, comme tous, ont essayé de retrouver leurs racines et beaucoup de jeunes sont partis en Arabie saoudite et ont ramené le wahhabisme et le salafisme, ce qui a fait beaucoup de mal. Une montée de tension peut-être ? Voilà, du coup, il y a eu un rêve de reconstruire un califat du Nord-Caucase en intégrant le Daghestan, la Tchétchénie, etc. Alors, bon, comme cette mosaïque de peuples n'a pas d'unité politique et n'en a pas eu finalement, sauf du temps de l'Empire Alain qui a été vaincu par les hordes tataro-mongoles au XIIIe, XIVe siècle. Finalement, depuis ce temps-là, toutes ces tribus sont en concurrence les unes avec les autres. Finalement, ça fait un peu le jeu des Russes. Oui, c'est le jeu du pouvoir central. Voilà. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, voilà. Donc 70% de la population est de culture musulmane. Mais c'est un islam qui est quand même le plus souvent respectueux, extrêmement respectueux des traditions culturelles caucasiennes. C'est qu'ils se sentent le plus souvent caucasiens avant d'être musulmans. Enfin, disons, de suivre les préceptes qu'ils trouvent très arabisés. Voilà. Peut-on dire qu'il y a une plus grande fierté d'appartenir à une terre qu'à suivre un dogme international musulman ? Alors, c'est pas une terre, c'est un peuple. Parce qu'en fait, les peuples du Caucase sont tous plus ou moins semi-nomades. D'ailleurs, on dit qu'un Tcherkesse
que s'il construit un fort, c'est un trouillard, parce qu'il lui suffit d'avoir un cheval, une papara, une tcherkeska et un kinjal. Alors ça fait écho à un livre, un vieux livre maintenant qui s'appelle Collet des Tcherkesses, qui était un commandant français en Syrie qui s'était entouré d'une tribu de Tcherkesses dans les luttes qu'il avait à mener dans ce pays-là. Et je pense que c'est exactement ce qu'on peut lire dans ce livre. Voilà, tout à fait. Alors, je termine juste une tradition tcherkesse. Ils construisaient en général pour 50 ans en torchis. Et quand ils se déplaçaient pour des raisons soit politiques, soit pour les pâturages, soit parce qu'ils avaient épuisé le sol ou qu'ils s'embêtaient là, ils s'efforçaient de ne laisser aucune trace. Ce qui fait que comme ils avaient perdu aussi l'écriture, toute la tradition tcherkesse jusqu'au XIXe siècle est dans l'oralité. Voilà. Alors, les Tcherkesses du colonel Collet sont venus en Syrie justement à la suite de la guerre du Caucase, de conquête du Caucase par les Russes en 1864. Quand les derniers Tcherkesses qui résistaient ont été vaincus, il y avait un pacte avec la Turquie pour qu'ils les reprennent. Donc beaucoup se sont installés en Turquie, ils ont été plus ou moins accueillis et certains sont partis en Syrie. Ce qui fait qu'il y a encore en Syrie une grosse diaspora tcherkesse ou kabarde, c'est le même peuple, comme les Celtes et les Bretons. Il y a même 2 villages tcherkesses en Israël et en Jordanie un peu. La garde du roi de Jordanie porte la tcherkessa et ce sont des tcherkesses. Et ils ont fait le choix de prendre des Tcherkesses, exactement comme le colonel Collet, parce qu'ils ne sont pas arabes. Et pour éviter des coups d'État, parce que ça les protégeait. Donc le colonel Collet avait compris que pour la pacification de la Syrie, il fallait prendre des gens qui étaient musulmans, mais neutres, qui ne puissent pas être pris dans des compromis locaux. Voilà. En plus, ce sont de vaillants guerriers et extrêmement loyaux à leur chef. Et jusqu'à présent, ils se rappellent cette époque. Et quand nous avons reçu dans le village de Blagovichenka 20 ou 25 familles qui voulaient revenir en Russie à cause de la guerre en Syrie, la Russie a entrouvert la porte pour que quelques Tcherkesses puissent revenir. Eh bien, ils sont venus avec chacun une valise, et dans la valise, il y avait la photo de l'oncle ou du père ou du grand-père qui avait servi auprès du colonel Collet. Et ils m'invitaient en me disant « Vous êtes français, regardez, regardez !» On vous sent complètement passionné. J'aurais une dernière question, parce que nous arrivons au terme de cette émission, malheureusement. Avez-vous prévu d'y retourner ? Alors, oui, j'avais acheté mon billet en mars dernier. Heureusement, Aeroflot est une compagnie extrêmement fidèle et loyale à ses clients. Donc, ils ont, pour une première fois, repoussé la validité de mon billet jusqu'au 31 décembre. Et puis après, quand je leur ai fait valoir que les frontières sont encore fermées, ils m'ont dit, écoutez, jusque fin juin, vous pouvez voyager sur la même ligne. Donc peut-être à bientôt de vous voir là-bas. Voilà. Donc évidemment, mes anciens paroissiens seront contents de me voir. Vous savez, ils ont très 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 peu de visages d'église, puisqu'ils ont peu de possibilités de voyager et donc peu de prêtres qui viennent les voir. Donc les seuls qu'ils connaissent, ils y sont assez attachés. Voilà, mon prédécesseur était irlandais, missionnaire du Sacré-Cœur et de la province d'Irlande. Et il parle toujours du Père Cohn. Eh bien, nous finirons là-dessus et nous pouvons justement rendre grâce pour la chance que nous avons encore en France d'avoir justement ces visages d'église encore à nos côtés. Merci beaucoup, à bientôt, spasiba.